Bonjour à tous, je vous propose de poursuivre notre série de tutos sur l'astrophotographie du ciel profond avec aujourd'hui une thématique autour de l'alignement sur plusieurs étoiles et également la question du risque de rosée et la mise en place d'un pare-buée. Alors, l'alignement sur plusieurs étoiles, c'est une phase qui est vraiment importante puisqu'elle va permettre de pointer vers la cible souhaitée d'une manière plus ou moins précise, hein, selon la méthode d'alignement qu'on aura adoptée. Et donc cet alignement, concrètement, eh bien, ça consiste à calibrer notre système de navigation GoTo au sein de notre dispositif. Et pour ce faire, en fait, on va venir spécifier des étoiles de référence et demander à notre télescope de pointer vers ces étoiles et puis manuellement passer les corrections de telle manière à ce que donc le système de navigation intègre ces erreurs et puisse donc définir un pointage plus précis. Alors, très attention, hein, c'est pas une procédure de mise en station, il faut bien distinguer ces deux opérations. La mise en station, c'est finalement un réglage physique de notre monture, hein, qui va consister à paralléliser l'axe polaire de la monture avec l'axe de rotation de la Terre. Tandis que l'alignement ou l'étalonnage, hein, les deux termes se rencontrent, c'est le calibrage de notre système de navigation qui va encore une fois nous permettre de pointer plus précisément. Pour mettre en œuvre un alignement, plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est d'utiliser la raquette SynScan, hein, cette raquette va nous proposer un alignement sur 1, 2 ou 3 étoiles. Si on veut aller un peu vite et qu'on veut finalement se contenter de faire de l'observation, on peut très bien aligner sur 1 ou 2 étoiles, ça nous donnera une précision à peu près correcte et on passera les modifications manuellement souhaitées pour pointer vers l'astre désiré. Par contre, si on souhaite faire de l'astrophotographie et aller finalement cibler des objets qui sont très peu lumineux, c'est vraiment conseillé d'aller jusqu'à un étalonnage ou un alignement de 3 étoiles. Donc une première possibilité, donc raquette SynScan, ou sinon, si on utilise une interface ASCOM, eh bien on peut avoir accès à un nombre illimité d'étoiles pour notre étalonnage, et donc du coup ça va forcément accroître sa précision. Chose qui est importante, c'est vraiment la sélection de ces étoiles d'étalonnage. Comme notre système de navigation va fonctionner par triangulation, finalement, il va falloir s'assurer que la cible qu'on vise est quand même à l'intérieur d'un triangle défini par les 3 étoiles d'étalonnage. Si c'est pas le cas, eh bien on a toutes les chances d'avoir un étalonnage pas très précis et d'aller taper à côté de la cible. Avec une approche ASCOM, l'avantage c'est qu'on peut travailler directement sur un planétarium et puis sélectionner manuellement en fait les étoiles d'étalonnage en considérant la cible visée et s'assurer qu'on aura finalement une bonne triangulation pour viser cette cible. Voilà, j'ai rappelé au sein du slide les différentes règles notamment qui sont suivies par l'étalonnage, enfin par la proposition des étoiles d'étalonnage du système SynScan. Alors un aspect qui va être aussi important, c'est de se prémunir face au risque de buée. Donc ça c'est vraiment une problématique qui peut ruiner complètement une soirée d'astrophotographie. Et la première des choses à faire, c'est quand on envisage de photographier, de s'assurer si oui ou non il y a un risque de rosée le soir en question. Une source très utile que moi j'utilise à titre personnel, donc c'est Clear Outside. J'en ai parlé un tout petit peu lors de la première phase de préparation de la soirée d'astrophoto. Ce qu'on a au sein de ces prévisions météorologiques, c'est vraiment une section sur le risque de rosée avec un dew point qui est la température de rosée qui est spécifiée et qu'on peut comparer donc à la température ambiante, et si on a une vraie proximité entre ces deux températures, eh bien on a toutes les chances
d'avoir eh bien, de la rosée, de la condensation sur notre matériel et donc de ne pas pouvoir suivre intégralement notre soirée d'astrophoto. Donc c'est pour ça que si on soupçonne un risque de rosée, eh bien, il faut très en amont positionner soit des résistances chauffantes près de nos lentilles si on a une lunette ou près de nos miroirs si on a un télescope. Ça c'est une première possibilité, ou sinon positionner un pare-buée à la fois sur notre imageur principal et aussi sur notre lunette guide, parce que du coup les deux systèmes optiques sont concernés par le risque de rosée. Évidemment, en premier lieu, l'imageur principal, parce que s'il y a de la condensation qui se forme sur nos miroirs, je reprends l'exemple de mon système de tube Newton que j'utilise, si on a de la condensation qui se forme, eh bien, on ne pourra pas correctement photographier. Mais en même temps, si on a aussi de la condensation qui se forme sur la lunette guide, on ne pourra pas mettre en œuvre un autoguidage satisfaisant. Donc vraiment, ça concerne les deux systèmes optiques. Donc ça, c'est une première chose. Et ce pare-buée, c'est pas dès qu'on se rend compte qu'on va avoir la buée qu'il faut le positionner, c'est plutôt en tout début de session, même si on n'a pas ce risque de rosée qui est avéré. Donc si on ne le fait pas au tout début, il sera trop tard. Donc c'est important de s'en occuper dès le début. Ensuite, une chose qui est clé, c'est la construction finalement de ce pare-buée. C'est vraiment très simple de pouvoir se construire soi-même un pare-buée. Il suffit de prendre un tapis de sol en mousse, du velcro ou du scotch double face. Et puis on peut partir là-dessus, à la fois pour l'imageur principal et pour la lunette guide. On le positionne à l'embouchure du télescope et à l'embouchure du coup de la lunette guide. Et ça va vraiment non pas totalement éliminer le risque de rosée, mais en tous les cas repousser à plus tard dans la soirée ce risque-là, et donc quand même nous laisser imager dans des conditions plus favorables. Il y a une règle qui prévaut en général, c'est de prendre 1,5 fois le diamètre de notre tube comme longueur en fait de notre pare-buée, j'ai envie de dire au-delà de l'embouchure. C'est une règle empirique qui est souvent suivie par les astrophotographes. Elle peut paraître assez restrictive pour certains. Elle concerne quand même surtout des solutions optiques très ouvertes, à focale sur diamètre, on va dire autour de 5. Si on a un rapport f sur d qui avoisine les 10 par exemple, on peut pousser davantage la longueur de notre pare-buée et du coup avoir accentué nos chances finalement de contrer la buée si elle venait à survenir. Peut-être des points aussi sur lesquels insister, sur l'impact de notre pare-buée donc sur nos prises de vue. On a une première problématique, c'est que si on a un pare-buée qui est trop long, on peut éventuellement, et c'est pour ça qu'il faut faire un certain nombre de tests, générer du vignotage, c'est-à-dire un obscurcissement de l'angle de nos images. Donc là encore, si on voit que le phénomène se produit, eh bien on raccourcit tout simplement la longueur de notre pare-buée et puis donc ça va permettre d'éviter ce vignotage qu'on peut tout à fait contourner par une prise de flat. On parlera des DOF et en particulier des flats dans la dernière partie de ces tutos, mais il faut quand même être raisonnable encore une fois dans la construction de ce pare-buée et pas venir altérer à l'excès nos images. Donc à suivre, vraiment un risque qui peut se produire. Deuxième effet, alors celui-là il est positif, le premier était négatif, c'est le retrait du gradient en zone de pollution lumineuse. Moi je photographie en banlieue parisienne, donc j'ai de la pollution lumineuse vraiment tous azimuts, un lampadaire dans l'impasse près de chez moi, donc la Défense qui rayonne à plein feu au sud-est. Et donc ça crée de véritables halos lumineux. Il est vrai que travailler avec un pare-buée, ça permet de contenir cette pollution lumineuse et d'y être moins exposé. Voilà. Donc si on veut souligner un effet positif, c'est notamment celui-là.
On donne ici un exemple d'une séquence d'images qui ont été prises donc, sur la nébuleuse du Cocon. Donc, ce sont des pauses unitaires de 5 minutes. Et donc, ces pauses sont successives. Et ce qu'on voit, c'est que on a au tout début de notre session, on a une nébuleuse qui est bien définie, un signal qui est plutôt très bon. On n'a pas d'alerte, en tous les cas en regardant ces images, on n'a pas d'alerte particulière sur une dégradation des conditions de prise de vue. Et puis, malgré tout, on voit donc dans les dernières images qu'on a une atténuation du signal pour aboutir finalement ici à une dernière image où la nébuleuse a quasiment disparu. Et donc encore une fois, ces images sont consécutives et à chaque fois donc reposent sur 5 minutes de pause. Donc on voit à quel point le risque de buée peut être rapide et à quel point on peut avoir de la rosée qui apparaît sur nos miroirs de télescope, miroirs primaires, miroirs secondaires, sur également parfois le capteur ou le filtre de l'APN. Donc vraiment méfiance et dès lors qu'on a cette buée qui est apparue, il n'y a aucune solution, c'est fin de la session, on est obligé de ranger le matériel et encore il faut vraiment le ranger de telle manière à ce qu'il puisse ventiler et sécher et pas conserver donc cette humidité stagnante. Et puis remettre ça le lendemain si c'est possible parce que encore une fois la soirée est définitivement compromise. Voilà pour ce tuto relativement rapide. Eh bien, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire, j'en prendrai connaissance avec beaucoup d'intérêt. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent ciel et vous dis à très bientôt. Salut!